Ce panel donc porte sur les émissions et obligations vertes. Il sera suivi d'une passionnante revue et perspective qui sera faite par le ministre Kako Naboubko, qui est le grand économiste qu'on connaît et qui est auteur et essayiste et qui consacre beaucoup de thèmes à l'économie africaine. Donc sans plus tarder, je vais me retourner vers les deux panélistes présents pour introduire ce sujet ô combien important des émissions, des obligations vertes, du rôle des bourses, des banques, des fonds, assurances et garanties, ainsi que des métaux critiques. D'abord, Moubarak Moukaïla. Tout de suite, et pour aller dans le vif, je vais vous dire, mais que représente aujourd'hui le marché carbone en Afrique? Merci, merci de nous avoir invités, associés à ce panel. Alors, le marché carbone aujourd'hui en Afrique représente globalement entre 4 et 5% du marché global international et représente une vraie opportunité pour les pays africains. Alors, quand on parle du carbone, c'est quoi le carbone? Le carbone, les crédits carbone découlent d'abord des mécanismes financiers mis en place à travers le protocole de Kyoto. Donc il y a plusieurs mécanismes. Tout à l'heure, dans les expositions, nous avons parlé des différents fonds qui existent, le fonds vert, le fonds d'adaptation, le fonds pour l'environnement mondial, qui sont des mécanismes financiers. Mais il y a aussi d'autres types de mécanismes, et dont le MDP faisait partie. Alors, depuis le protocole de Kyoto, pour obtenir des crédits carbone, il fallait faire des projets sobres en carbone, prouver que vos projets réduisent des émissions de gaz à effet de serre, mais avec l'accord de Paris, il y a des éléments qui se sont ajoutés. Donc non seulement il faut démontrer que votre projet est sobre en carbone, mais il faut aussi prouver que ce projet répond à la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Alors il y a 5 critères principaux qui vous permettent d'obtenir des crédits carbone. D'abord, il faut prouver le changement de paradigme dans votre projet. Il faut prouver que vous changez de technologie. Le changement de technologie, il est important, et le changement de façon de faire d'un projet est important. Je prends un exemple très simple. Si par exemple le Togo produisait de l'énergie avec du fuel lourd, et qu'aujourd'hui le Togo fait des projets solaires, puisque vous changez de ligne de base, de niveau de référence normalisé, donc vous pouvez bénéficier des crédits carbone. Alors, un projet peut bénéficier des crédits carbone si il peut aussi prouver sa mesurabilité. Il faut pouvoir mesurer cette réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il faut pouvoir prouver l'additionnalité. Et l'additionnalité, c'est le mot principal, l'élément principal, l'élément clé qu'il faut prouver dans un projet. Parce qu'un projet sobre en carbone, normalement, n'est pas un projet rentable sans les crédits carbone. Donc il faut prouver que c'est avec les crédits carbone, c'est en ajoutant les crédits carbone au projet que le projet est rentable. Le quatrième élément, c'est de pouvoir vérifier, vérifier l'effectivité de ces réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Et il y a des auditeurs externes qui doivent venir regarder vos projets pour prouver cette réduction-là. Et ensuite, il faut pouvoir, dans le temps, prouver sur une durée comprise entre 5 à 7 ans, que votre projet réduit vraiment des émissions de gaz à effet de serre. Donc il faut ces éléments-là pour pouvoir justifier et pour pouvoir mesurer la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc il faut un certain nombre d'éléments pour justifier de l'effectivité. Donc on y reviendra. Et avant de poursuivre, je vais appeler une autre personnalité qui va intervenir dans ce panel. C'est Géraldine Mahoro, qui est gérant du fonds GONAT à la Banque africaine de développement, avec vos applaudissements. Bonjour Géraldine, merci de prendre place à côté de moi. Donc nous poursuivons avec Jean-Eudes Dia, Associate HC Capital Partners. Alors, Jean-Eudes Dia, moi je voudrais vous demander sur les placements, comment se passent les émissions des obligations vertes par placement privé? C'est très complexe.
C'est très rare en Afrique, mais vous l'avez fait. Alors, si vous pouvez revenir sur votre expérience et nous expliquer comment cela se passe. Alors, merci pour l'invitation et c'est un réel honneur pour nous de participer à cet événement. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais rapidement présenter HC Capital Properties. Il s'agit d'une société d'investissement et de développement immobilier axée sur l'Afrique de l'Ouest et centrale francophone. Donc nous investissons dans plusieurs classes d'actifs, notamment dans le retail, les bureaux, le résidentiel, les data centers et l'immobilier industriel. Et nous intervenons sur toute la chaîne de valeur de l'immobilier, notamment partant de l'investissement au développement jusqu'à la gestion des actifs. Alors, pour répondre à votre question, nous avons réalisé la première émission d'obligations vertes en Afrique de l'Ouest et centrale francophone avec une société de portefeuille qui détient en fait le centre commercial le plus visité en Côte d'Ivoire, Cosmos Yopougon. Donc on a développé quelques années avant. C'était une obligation de 10 milliards de francs CFA, ce qui équivaut à 15 millions d'euros. Alors, pour répondre à votre question, plusieurs facteurs ont favorisé cette émission. Mais avant, on va déjà définir ce que c'est qu'une émission obligataire verte. Il s'agit juste d'une émission avec une destination. C'est ce qui fait la particularité des obligations vertes. Il faut avoir une destination et la destination est de financer ou de refinancer des projets verts. Donc, pour notre obligation, on avait le premier élément qui nous a permis de la réaliser, c'est le sous-jacent vert. Donc, le projet qu'il fallait financer avec les produits verts, c'était l'autre centre commercial Cosmos Yopougon, qui en fait est un bâtiment vert certifié Green Building certifié Edge par la SFI, donc de la Banque mondiale. Le premier bâtiment, en l'occurrence, en Afrique de l'Ouest et centrale francophone. C'est un bâtiment qui présente les meilleures caractéristiques en termes de consommation en énergie, en eau et en consommation intrinsèque des matériaux de construction. Donc un bâtiment qui a été conçu, réfléchi pour être vert. Donc avant de pouvoir lancer une obligation verte, il faut avoir déjà ce sous-jacent-là, ce sous-jacent vert pour l'émission. Et justement, sans vous interrompre, qui certifie ce sous-jacent, qui lui donne cette qualité de projet vert? Alors, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, avant, on avait plusieurs certifications sur le marché, mais qui n'étaient pas forcément adaptées à l'Afrique. La SFI a bien compris cette problématique. Donc, la SFI qui est très engagée dans le financement vert en Afrique. Donc, elle a développé une certification, donc la certification EDGE, qui est une certification qui prend en compte les réalités locales, donc en termes de construction, en termes de matériaux, en termes d'émissions. Donc il y a 3 caractéristiques qui étaient mesurées pour certifier ce bâtiment. Donc déjà c'était la consommation en énergie. Il y a des spécifications à avoir pour pouvoir réduire l'énergie, notamment la climatisation gérée de manière intelligente, les cloisons sur le bâtiment pour pouvoir consommer moins d'électricité. Il y a d'autres composantes comme la consommation en eau et la consommation intrinsèque des matériaux. Donc c'est tous ces éléments-là qui ont été évalués par le certificateur donc de la Banque mondiale, donc pour nous donner en fait ce label EDGE qui est un label Green Building qui nous a permis de pouvoir lancer cette obligation. J'espère que j'ai pu répondre à votre question. Oui, je pense que vous avez bien répondu. La salle qui est là aura certainement des remarques et des questions et vous interpellera par la suite. Je vais me tourner maintenant à ma gauche vers Géraldine Maoro. D'abord, bonne arrivée à Lomé. Vous êtes basé aussi à Abidjan, que j'appellerai la Manhattan de l'Afrique de l'Ouest. Ai-je tort? Non, absolument. Exactement. Donc, vous gérez le fonds GONAT. Est-ce que vous pouvez nous dire que représente ce fonds, quand est-ce qu'il a été constitué et quel est son rôle? Voilà. Alors, c'est vrai que ça fonctionne comme un fonds, mais c'est plus un grant dont les ressources sont issues
elle-même d'un autre gros fonds qui est le fonds de transition de la BAD. Donc je ne sais pas si vous en avez entendu parler. S'il y aura des questions, éventuellement, je pourrais développer là-dessus. Et GONAD, c'est un sigle, mais le projet vise à aider les pays en très grosse fragilité de management, de gouvernance des flux de la sortie des ressources naturelles. Donc ça couvre 6 pays qui sont le Tchad, la RDC, la Centrafrique, la Sierra Leone, le Mozambique et le Zimbabwe. Et on se concentre sur 2 volets très spécifiques, donc la vente illégale des ressources naturelles et tout ce qui est préindexé sur les ressources dans ces pays-là. Donc on va les accompagner en finançant du diagnostic dans les ressources naturelles, de l'évaluation, parce que ce sont des pays qui sont sur de grosses problématiques ou même d'avoir de la donnée ou même de l'information, parfois basique, au niveau des ressources naturelles, c'est très compliqué. On ne se concentre pas sur toutes les ressources naturelles dans ces pays-là. Quand je parle de diagnostic, il s'agit de voir, selon l'importance économique ou un besoin d'accompagnement dans chaque pays, sur quelles ressources on se concentre. On en prend 2 ou 3. Donc le fonds a été, le projet a été approuvé, financé fin 2020. On a commencé à l'opérationnaliser en juillet. Moi-même, j'ai pris mes fonctions là-dessus au mois de juillet, en couvrant ces pays-là. Donc on commencera par une partie des diagnostics des ressources naturelles qui pourra déjà donner et fournir de l'information dans ces pays-là sur ces problématiques particulières. C'est vraiment une grosse problématique en fait, l'information, parce que on peut pas faire des politiques adéquates, financer, surveiller si on ne sait même pas ce qu'on produit, si on sait pas, on peut même pas faire des réglementations. Donc l'information est très importante. Ensuite, à l'issue de ça, il y a on financera l'appui en capacité. On financera l'appui en capacité sur les experts dans le secteur, les agents de l'État, etc., dans ces 6 pays-là. Et nous travaillons avec nos économistes pays, les ministères concernés, dans lesquels nous avons des points focaux avec lesquels je travaille au quotidien. Donc c'est essentiel, c'est vraiment ça le cœur du projet. Et à la fin, ce qui sera intéressant pour même des personnes qui ne sont pas dans ces pays-là ou au sein de la Banque africaine de développement, on va développer une plateforme accessible en ligne sur laquelle les formations et les informations que nous aurons produites sur les 2 prochaines années seront accessibles à tous, c'est-à-dire à n'importe qui est intéressé par ce secteur-là ou par ces pays-là en particulier pourra s'informer et répondre à cette problématique de la donnée notamment. Merci. Donc, la problématique de la donnée qui est essentielle. Monsieur Loïse Tamalgo, qui est le directeur général de Eramet, tentera peut-être de répondre tout à l'heure ou de compléter ce que vous dites sur les ressources naturelles. C'est vrai que l'évaluation pose problème. Et les pays fragiles ont des enjeux aussi particuliers, des enjeux climatiques. Je ne sais pas si GONAD prend vraiment en compte ces enjeux climatiques. Alors, dans le précédent panel, quelqu'un a dit que, je pense que c'était mon voisin de table qui disait que la problématique de l'environnement et du climat, c'est transversal. Donc nous ne sommes pas, ce n'est pas le cœur de notre mission, mais forcément, il y a toutes les dimensions, les bailleurs de fonds et toutes les institutions, maintenant, on prend toutes les dimensions environnementales, climatiques, de problématiques de genre et compagnie. Donc, évidemment, il y aura cette dimension-là dans l'accompagnement en termes de conseils et de dialogue politique et aussi sur la gouvernance. Il y a cette dimension. Ce n'est pas la dimension principale puisque nous sommes vraiment sur la vente illicite et les prêts indexés sur les ressources. Mais évidemment, on a cette question-là. Après, par exemple, vous voyez que les pays que j'ai cités, on est beaucoup dans le minier, mais pas que. Il y a aussi, par exemple, le déplacement des populations, la déforestation, la vente illégale, la traçabilité au niveau du bois, par exemple. Qu'est-ce qu'on produit, qu'est-ce qui sort, combien, etc., qui, quoi, comment. C'est vraiment des questions de base dans ces pays-là auxquelles ils ne sont pas répondus et qui répondent et qui renseignent directement la question climatique.
Voilà, donc traçabilité au niveau du bois. Je rappelle juste que l'Union européenne, par exemple, vient de prendre une directive par rapport au cacao et à certaines matières premières. C'est une directive justement pour la traçabilité et l'interdiction de l'importation des produits issus de la déforestation. Avant de passer la parole à Louis Tabalgo et la régie, faites-moi signe s'il est joignable. Je vais retourner vers Moubarak Moukaïla pour lui dire une chose. Le marché du carbone a connu une forte dépression ces dernières années. Et on s'est même dit à un certain moment, est-ce que ce mécanisme peut survivre? Mais aujourd'hui, qu'en est-il? Merci beaucoup. Alors, pour faire très simple, les crédits carbone, il faut les considérer, il faut les prendre comme ils sont. Ce sont des commodités. Ce sont des commodités qui répondent aux lois du marché. C'est la règle de l'offre et de la demande. Donc, à un moment donné, la demande était très faible. Et l'offre était très faible. Donc, la demande était forte aussi. Donc, les coûts sur le marché permettaient aux promoteurs de projets de développer des projets rentables et ainsi de suite. Et après la crise de 2008, nous avons vu que l'offre était devenue très faible, donc du coup le marché s'est un peu effondré. Aujourd'hui, les crédits carbone constituent une vraie opportunité pour les pays africains. Tout de suite, quand je prends, il y a des projets très simples dans lesquels vous pouvez obtenir énormément de crédits carbone. Il y a un projet, je ne donnerai pas le nom du pays, mais il y a un pays qui fait aujourd'hui un projet d'efficacité énergétique dans tous les bureaux administratifs et en finançant à hauteur de 500 millions de francs CFA, arrive à obtenir jusqu'à 2 millions d'euros en crédit carbone. Et c'est tout simplement en changeant les lampes, en changeant tout le procédé, tout le Green IT, en changeant tous les procédés de consommation énergétique en journée pour pouvoir obtenir les crédits carbone. Et aujourd'hui, quand vous prenez par exemple les projets d'efficacité énergétique, c'est juste placer des panneaux solaires sur certains bâtiments publics pour pouvoir utiliser l'énergie en journée. Parce que essentiellement, les bureaux fonctionnent qu'en journée, donc sans les batteries, parce que c'est la technologie qui coûte cher. C'est le stockage d'énergie qui coûte cher. Donc aujourd'hui, avec des panneaux solaires sur ces bâtiments publics-là, ce pays-là arrive à mobiliser autant de crédits carbone. Il y a des projets assez simples. Quand vous prenez par exemple dans l'architecture aujourd'hui, le positionnement même du bâtiment pour faire entrer le soleil, pour faire passer le vent, peut vous faire gagner des crédits carbone. Donc il y a des éléments qui vont en faveur de cet aspect-là, qui peuvent pousser les pays africains, par exemple, à bénéficier. Aujourd'hui, nous avons vu qu'avec la crise ukrainienne, beaucoup de pays européens ont switché sur le fioul lourd ou sur le charbon, et ça constitue une opportunité, une réelle opportunité pour les pays africains. Donc aujourd'hui, les pays africains peuvent même, avec l'article 6 de l'accord de Paris, qui, à travers son point 6.4, la coopération entre deux pays permet aujourd'hui à un pays africain de développer de l'énergie solaire et de le revendre à un pays européen qui en a besoin avec un financement de ce pays européen-là. Et vous gagnez des crédits carbone à l'issue de ce mécanisme-là. Donc il y a une vraie opportunité pour les pays africains pour aller sur le marché du carbone. Alors, le marché volontaire a vraiment eu des soucis. Mais il y a un marché parallèle qui permet aujourd'hui aux entreprises d'acheter des crédits carbone. Pas plus tard que la semaine dernière, par exemple, General Electric a lancé un appel à projet dans les foyers améliorés pour acheter des crédits carbone jusqu'à $80 la tonne. Donc quand vous faites un projet de foyer amélioré aujourd'hui, par exemple, vous voyez, vous pouvez en bénéficier. Tout à l'heure, mon collègue a parlé de certification, et c'est une question de certification. Vous avez des certifications qui vous permettent en effet de mobiliser énormément de ressources. J'ai parlé plutôt du marché qui présentait des opportunités pour les pays africains. Quand vous voyez aujourd'hui les critères d'éligibilité des projets,
C'est en ça qu'il faut travailler. Aujourd'hui, en fait, nous n'avons malheureusement pas énormément de projets. Quand vous prenez les obligations, c'est beaucoup plus facile parce que d'abord, il faut développer un portefeuille de projets avant d'aller sur le marché. Donc, c'est du straightforward. Ça vous permet de mobiliser plus facilement des ressources. Mais pour les projets carbone, il faut développer des projets qui prennent en compte un certain nombre de critères d'éligibilité. Et c'est vraiment sur ça qu'il faut qu'on travaille. Au niveau de la Banque Ouest Africaine de Développement, par exemple, avec le plan Joliba, nous allons mettre en place une structure qui accompagne les porteurs de projets à développer des projets. Parce que c'est là le vrai problème. Parce que tout ce que nous disons aujourd'hui, et sur le marché, tout à l'heure on parlait des ressources disponibles, les ressources elles sont disponibles. Mais est-ce que nous avons des projets pour lever ces ressources-là? Malheureusement non. Et quand je regarde parfois, quand je rentre parfois dans des salles, surtout quand je suis avec le secteur privé, qui d'ailleurs est le vecteur de mobilisation de ressources pour le financement de tous les programmes, toutes les stratégies des pays. Quand vous prenez les CDN par exemple, le secteur de l'énergie seul, pour la zone CEDEAO d'ici 2040, vous avez un besoin de 12 000 milliards de dollars pour les questions d'énergie, donc transport, énergie, et efficacité énergétique et autres. Et pour mobiliser ces ressources-là, il faut forcément impliquer le secteur privé. Mais malheureusement, aujourd'hui, le secteur privé dans notre sous-région est buté à un problème lié au développement de projets. Donc, il faut vraiment travailler sur cet élément-là pour permettre au secteur privé d'y arriver. Donc, aujourd'hui, c'est cet accompagnement-là que nous apportons au secteur privé. Il y a d'autres éléments qui permettent aujourd'hui de mobiliser des ressources additionnelles. Ce sont des éléments de nature. J'ai entendu parler dans le panel qui est passé tout à l'heure, j'ai entendu parler des éléments de nature. On parle actuellement des crédits carbone, mais il y a d'autres types de crédits. Il y a d'autres types d'outils, les outils à impact, les ressources à impact, qui permettent de venir bonifier ou de réduire les taux d'intérêt de projets pour permettre de mobiliser ces ressources-là. Donc, ce sont des éléments aujourd'hui que nous mettons sur la table à travers un blending finance pour pouvoir mobiliser assez de ressources. Parce qu'aujourd'hui, en fait, la difficulté des projets sobres en carbone, c'est parce que non seulement ça coûte cher, mais le temps, la durée de mobilisation des ressources ne permettent pas vraiment au secteur privé de venir développer ça. Donc, il faut utiliser des mécanismes de blending finance pour permettre de monter ce type de projet-là, pour faciliter, pour réduire le risque. Il faut mettre des instruments de de-risking pour permettre au secteur privé de vraiment aller sur ce type de projet-là. Merci. Effectivement, très passionnant, puisque là, vous mettez en exergue le fait qu'il n'y a pas assez de projets, mais en face, il y a beaucoup d'opportunités. Vous parlez des instruments de de-risking, je pense notamment aux garanties. Je vais revenir vers vous. On va essayer de voir si on a un peu de chance avec la régie. Est-ce que Louis Tamalgo est avec nous? S'il est avec nous, la régie, veuillez lui ouvrir un espace pour qu'il puisse dialoguer avec nous. Allô? Bonjour Adama, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend, monsieur Louis Tamalgo. Ok, c'est un grand plaisir de prendre part à ce panel organisé par Financial Afrique. Et je voudrais vous remercier, Adama, de m'avoir invité. Je suis désolé, je ne peux pas activer mon micro parce qu'avec la régie, il y a quelques soucis. Ben, je vais essayer d'intervenir. Voilà, on me demande de réessayer, ben, ça ne marche toujours pas. Voilà, donc je vais quand même intervenir et voilà, si en temps le micro marche, je pourrais quand même vous faire voir mon bienvenue, monsieur Tamalgo. Arboré à l'occasion de ma mission ici pour quand même voilà, intervenir à cette conférence. Je voudrais dire un petit mot sur le groupe Eramet et sa stratégie avant de parler des métaux. Voilà, les métaux critiques. Le groupe Eramet est un groupe minier métallurgique basé en France et présent dans 20 pays avec 17 sites miniers au monde. Et c'est un groupe relativement petit quand on le compare à ses pairs, mais en Europe, c'est en France notamment, c'est l'un des derniers groupes miniers, voilà, de cette taille-là, à peu près 3,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et nous avons une stratégie axée sur un alignement de la mine responsable avec un et Monsieur Tamalgo, est-ce que vous nous entendez? Pour mettre en œuvre notre feuille de route RSE
voilà, que nous avons d'ailleurs réalisé pour ce qui est de l'année 2021 à 104%, incluant une réduction de notre CO2 à moins 39%. Donc, c'est un groupe dont la stratégie en termes de métaux est axée sur deux piliers. Il y a les métaux Vous m'entendez? Parce que là, il y a un écho. Vous m'entendez, Adama? Oui, je vous entends. Je vous entends. Donc, notre stratégie est axée sur deux piliers. Le premier pilier, ce sont les métaux pour le développement économique mondial, notamment le manganèse, les minerais de nickel et les sables minéralisés. Et le deuxième pilier est donc le pilier des métaux pour la transition énergétique, qui rentre donc en ligne de compte avec mon intervention ici aujourd'hui. Et ces métaux-là, il s'agit du lithium, les sels de nickel, et puis donc le recyclage des batteries qui n'est pas, voilà, qui nous permet d'obtenir de la black mass pour extraire à nouveau ces métaux qui avaient été utilisés pour faire les batteries avant. Donc il faut dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de métaux critiques, les termes usités de façon récurrente, c'est métaux rares, métaux critiques, métaux stratégiques. De quoi s'agit-il aujourd'hui? Puisque nous sommes en train de quitter la dépendance au fuel, mais nous entrons dans dans un nouveau type de nécessité de dépendance qui est que partir pour la réduction du CO2 en nous débarrassant du fuel nécessite qu'il y ait des métaux pour nous permettre de construire des batteries pour le stockage. Donc le stockage de l'énergie verte. Donc c'est très important de pouvoir stocker l'énergie verte, de pouvoir la produire. Et pour le faire, il faut les métaux. Et on parle donc de métaux rares, métaux critiques et métaux stratégiques. Donc principalement, je ne vais pas vous amener dans des discussions trop techniques, mais ce sont des métaux principalement caractérisés par la tension qu'ils génèrent sur la chaîne d'approvisionnement. Et donc les enjeux stratégiques nationaux également et les réalités géopolitiques. Donc ici, il s'agit pour ce qui est des métaux critiques du lithium, nickel, cobalt, manganèse, graphite et parfois aussi le cuivre. Donc aujourd'hui, nous parlons de transition numérique, transition climatique, transition énergétique, mais tout cela équivaut également à transition vers les métaux. Et cela est très important de savoir aujourd'hui que les véhicules électriques qui vont aujourd'hui être un grand pas en termes de mobilité pour la transition énergétique auront des batteries constituées de métaux et on prévoit que la demande va être multipliée par 4, sinon plus, d'ici 2040 pour des métaux comme le lithium, le nickel et le cobalt. Donc, la problématique c'est, est-ce que les métaux critiques pourront tenir la promesse de rendre possible une transition énergétique menant à un net zéro carbone selon les accords de Paris? Et est-ce qu'on ne va pas rentrer dans un nouveau type de dépendance aux métaux qui seront insuffisants dans l'avenir? Donc on essaye donc de régler en partie ce problème, notamment en Europe, par le recyclage des batteries comme alternative pour permettre une sorte d'économie circulaire. Pour ce qui concerne l'Afrique aujourd'hui, je pense que l'Afrique, c'est 17% de la population mondiale, 3,1% de consommation en termes d'électricité au niveau mondial. Au niveau mondial, c'est à peu près 26 823 TWh aujourd'hui consommés dans le monde, selon les statistiques de BP sur l'énergie mondiale. Et chaque Africain consomme à peu près 600 kWh par an contre une moyenne mondiale de 3200 kWh. Et dans l'Union européenne, c'est une moyenne de 6100 kWh et en Chine, 4600 kWh selon l'Agence internationale de l'énergie. Donc en termes électriques, la capacité totale installée de l'Afrique est d'environ 233 gigawatts et cela représente à peu près 12% de celle de la Chine. Et en termes de métaux, de potentiel de métaux aujourd'hui, l'Afrique représente 30% des minéraux. Donc ici, il faut dire que, je crois que beaucoup l'ont dit dans les panels passés déjà, la problématique du CO2 a une réalité qui est que l'Afrique aujourd'hui, au regard de sa faiblesse
de consommation et de sa faible industrialisation n'est pas, j'allais dire, n'est pas à un niveau de production de CO2 trop élevé, mais en termes de contribution pour la réduction, l'Afrique peut apporter beaucoup par ses forêts, bien sûr, mais également par son potentiel en métal, en métaux critiques. Il faut dire que ce n'est pas l'Afrique qui est le plus grand détenteur de métaux critiques. Il y a la Chine en premier et ensuite l'Australie et vient après l'Afrique. Mais quand même, nous avons un grand potentiel à donner. Et aujourd'hui, je terminerai en disant que c'est un serpent qui se mord la queue. Lorsqu'on parle de transition numérique, on parle forcément de transition énergétique. Et lorsqu'on parle de transition énergétique, on parle de métaux critiques. Et lorsqu'on parle de métaux critiques, on parle de nécessité de pouvoir aussi avoir de l'énergie verte pour les produits. On parle d'avoir la transition numérique pour pouvoir soutenir cela par la digitalisation. Donc, Adama, voilà ce que je peux dire. S'il y a des questions sur certains éléments, je peux revenir là-dessus. Merci. Alors, merci Loïs Tamalgo, sous vos applaudissements. Je pense que je vous permettrai de résumer votre intervention en une image. Le serpent qui se mord la queue. Tout à l'heure, Seydina Fo avait parlé de la pyramide. Donc, le serpent qui se mord la queue, il faut des métaux critiques pour la transition numérique, pour la transition énergétique. Et finalement, on est entre le fossile et le vert et le fossile. Donc, je vais me tourner vers les panélistes ici présents pour que chacun apporte une conclusion. On a un temps imparti qui joue contre nous. Et juste avant de me plier à cette exigence, je vais, avec votre permission, appeler ici Cédric Monchecho, je crois l'avoir reconnu dans la salle, qui vient d'arriver, qui vient d'atterrir à peine. Donc Cédric, si tu es là, je te prie de bien vouloir rejoindre le panel. Alors, Cédric est financier à la Banque arabe pour le développement de l'Afrique, qui est basée à Khartoum. Je vais donc lui poser une seule question. On parle de financement vert. Comment aujourd'hui une institution de développement comme la BADEA se positionne-t-elle dans le financement de ce que j'appellerais ce nouveau monde? Merci, bonjour à tous les panélistes et à toute l'audience. Et je voudrais solennellement m'excuser pour avoir pris quelques retards. On a eu un retard dans le transit et je suis venu par avion, donc je suis un peu à une distance de tout ce qui est respect du carbone, n'est-ce pas? Donc, exactement. Voilà. Ton empreinte carbone apparemment est dans la moyenne. Dans la moyenne, ok. Donc, en fait, ça, c'est les réalités que nous avons entre l'enthousiasme que nous avons sur toutes les initiatives de réduction de carbone et les réalités particulières à nos sociétés. Alors, la BADEA, c'est la Banque arabe de développement et pour le développement économique en Afrique. Elle est créée en 1974 par 18 États arabes qui ont eu à l'esprit de densifier leurs relations commerciales avec un monde où ils ont des alliances culturelles. On sait qu'un Africain sur 4 est aujourd'hui arabe. Et c'est cet esprit qui a animé la création en 1975 de cette banque arabe. Nous avons eu une année intéressante qui a été marquée par 2 processus de notation à succès qui nous ont conféré la note AA par 2 agences distinctes, Moody's et S&P. Alors, la Banque arabe de développement a développé un programme qui s'appelle Initiative Green BADEA. Et cette initiative
est en ligne avec l'intention que nous avons de verdir un peu l'Afrique et le financement de nos États, les États que nous finançons. Alors, dans le détail, j'ai entendu tout à l'heure parler des batteries et de leur recyclage qui pourrait être quelque chose d'innovant. Nous avons actuellement en cours d'étude de finalisation une étude avec un projet plutôt avec le ministère avec la RDC pour installer une usine à capacité pour tout ce qui est batterie. Alors globalement, la BADEA, sur tout ce qui est vert, nous avons une approche pragmatique. Nous avons un seul bureau et donc nous n'avons pas la prétention d'être hyper spécialisés dans tout ce qui est climat. Évidemment, vu l'évolution du concept, c'est difficile aujourd'hui à quelqu'un de dire qu'il a bien compris de quoi il s'agit. Alors, nous étions à la COP27 et les discussions, les négociations ont révélé effectivement qu'il y a encore du chemin à parcourir sur ce plan. Qu'est-ce que nous faisons de façon pratique? Nous finançons d'abord, sur la base de cette initiative Green BADEA, les banques agricoles du continent. Les banques agricoles du continent, vous savez que les banques agricoles qui ont été créées avec enthousiasme après les indépendances ont toutes fermé. Et la dernière a fermé, je crois, l'année surpassée à Abidjan. Et 2 ou 3 essaient dans la zone d'exister avec peine, donc nous les soutenons. L'expérience la plus intéressante aujourd'hui, c'est le Maroc qui réussit parce qu'il y a un écosystème favorable, assurantiel, avec tout ce qui est reçu de stockage, warehouse receipt et consorts. Donc nous finançons les banques agricoles. Nous finançons l'amont aussi en finançant toutes les initiatives portant sur la rentabilité de nos sols avec l'engrais organique. Et nous avons une étude que nous avons financée sur tout ce qui est engrais dans la zone, sur la base du consensus de la déclaration d'Abuja, qui a comme intention d'avoir 50 kg d'engrais par hectare dans nos pays. Et ça, ce n'est pas encore atteint à l'horizon 2025. Donc, la crise en Ukraine a bien montré que l'absence d'engrais pourrait être quelque chose qui entrave fondamentalement notre capacité de production. Lastly, nous finançons les débouchés pour nos productions en faisant le linkage entre le monde arabe et l'Afrique. Et finalement, nous avons eu des initiatives avec tous les États, les 44 pays africains que nous finançons, qui sont dans notre mandat, en assistant chaque État dans son initiative sur le sujet. La Gambie, par exemple, a planté 40 000 mangroves et les mangroves c'est un écosystème qui permet, n'est-ce pas, de lutter contre tout ce qui est climat. Alors pour finir, à la COP27, avec le groupe de coordination arabe dont nous sommes membres, nous avons fait la plus grande déclaration et le plus grand commitment en termes de pledge pour tout ce qui est finance climat, c'est de mettre 24 milliards de dollars. C'était la plus grande déclaration à la suite de la COP. 24 milliards de dollars que, ensemble avec nos partenaires du groupe de coordination arabe, nous allons mettre sur tout ce qui est finance climat. Merci Cédric. Je retiens un chiffre, 24 milliards de dollars. Alors c'est quoi? C'est de l'aide aux États? C'est comment ça se passe? C'est pour les opérateurs privés? Oui, ce sera composite. Je vous ai parlé de l'initiative avec la RDC sur les batteries. Ça rentre dans cette initiative. Voilà, la RDC, la Gambie. La Gambie et le Sénégal. Et toutes les initiatives des États aussi, qui sont nos premiers interlocuteurs aussi, pourront bénéficier de cette ligne. D'accord. Merci. Donc on voit, mesdames et messieurs, combien la finance verte, dans ses différentes composantes, est dynamique
Et vous remarquez les enjeux, par exemple dans la transition énergétique, les enjeux liés aux métaux critiques, la situation des pays fragiles avec le fonds GONAT, mais aussi les placements privés par exemple. Je pense qu'avec HC Capital Properties qui a démontré que c'est possible puisqu'ils ont émis une obligation verte, la première en Afrique. Le marché carbone avec Moubarak Moukaïla qui a parlé d'une reprise certainement avec la COP27 et l'accord majeur qui a été arraché à la dernière minute. Cela permet de relancer ce marché de carbone. Et maintenant avec la BADEA qui parle d'une initiative de 24 milliards de dollars. Je pense que, mesdames et messieurs, on pourrait laisser, puisque le temps imparti est court, la parole à la salle avant de conclure. La parole est à la salle. On constate souvent que, oui, le secteur privé africain, surtout africain, je dis, n'arrive pas à réussir confortablement. Et je voudrais voir quelles sont les dispositions qui sont prises, parce que plusieurs initiatives sont annoncées, et en retour, nous voyons les formes de partenariat public-privé qui naissent. On retrouve le secteur privé africain comme porteur de sacs dans le système. Il n'y a pas un processus de rétention de richesse sur le continent. Et du coup, à travers l'initiative de la BADEA ainsi, quelles sont les dispositions qui sont prises pour que le local content soit contenu dans les projets avec les pays? Parce que nous constatons globalement aujourd'hui dans les différents pays, on annonce les grands projets, on crée les partenariats public-privé autour de ces choses, mais le secteur privé national africain... Donc votre question porte sur le local content. Le local content, voilà, la prise en compte du local content dans les projets verts. Merci. Bonjour, je suis Léonard Dosso de quotidien L'Économiste du Bénin, président également à l'OB. Je voulais juste demander, en termes de, quand on parle de transition énergétique, il y a aujourd'hui la géothermie. Je voulais voir avec nos panélistes quels sont aujourd'hui les projets déjà financés dans ce sens. Par là, sur ça s'adresse à tous les panélistes. S'il y a déjà des projets en termes de géothermie déjà financés par les différents fonds existants. Ma deuxième préoccupation, c'est par rapport au secteur privé. J'ai l'impression que le secteur privé créateur de richesses africaines n'est pas suffisamment vraiment impliqué dans cette histoire de finances vertes. Quelle est la stratégie que l'on pourrait mettre en place vraiment pour mieux les impliquer, pour mieux les faire adhérer à la finance? L'autre problème, je voulais comprendre, aujourd'hui en Afrique, quels sont les pays, en pôle, quels sont les pays qui ont des projets innovants et qui essaient quand même de capter un peu la manne financière de la finance verte? Si on peut nous donner des exemples précis, des pays ou des États qui ont de très bons projets innovants quand même, qui leur permettent quand même d'engranger une grande partie de cette manne financière. Merci beaucoup. Merci. Donc une dernière question. Par là. Merci, je suis Louis Amédée, du secteur industriel. Alors, vous savez, quand on parle de beaucoup de milliards, ça donne envie de les capter, surtout pour les industriels. Alors, il a été dit tantôt qu'on pouvait produire de l'énergie verte en Afrique et la vendre en Europe. Je veux, moi, savoir très rapidement comment est-ce qu'on peut le faire pour me positionner dessus, pour pouvoir capter les 24 milliards de dollars. Merci. Voilà, je pense que le secteur industriel s'intéresse beaucoup à ces milliards de dollars et a raison, parce que la transition, je pense, énergétique reposera aussi sur la performance dans ce domaine des projets et des entreprises industrielles. Donc je vais redonner la parole aux panélistes pour en même temps répondre et conclure. Alors moi je vais prendre l'initiative, étant le dernier, de répondre à certaines questions
en parlant un peu du contexte. Alors, représentant la BADEA, le Local Content est une initiative, ce sont des législations pays. Alors, en tant que banque de développement, nous essayons de ne pas nous immixer trop fortement dans les législations de chaque pays, en leur imposant avec qui, comment traiter ces choses-là. Mais effectivement, nous finançons des études qui portent sur l'effet bonificateur que les PME peuvent avoir si elles sont prises en compte. Et c'est pour ça que nous avons, depuis 3 ans maintenant, avec l'initiative de M. Akwete qui est dans la salle et qui est mon témoin, nous avons initié une coalition globale des PME. Chaque année, nous réunissons toutes les PME et nous les mettons en face de tous les autres financeurs du premier étage, qui sont les banques commerciales. Nous les mettons en face de tous les fonds de garantie parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas de garantie. Et aujourd'hui, nous sommes heureux d'avoir pu réunir les 4 grands fonds de garantie du continent, FAGAS, ATI, AGF, à Niamey et consorts, et le 4e, c'est le FAGAS, je pense, pour les mettre ensemble pour qu'elles puissent apporter des garanties à toutes ces PME qui disent, qui prennent la porte à chaque fois qu'elles viennent à la banque. Donc ça, c'est une chose. La dernière chose qui, je pense, être importante, c'est de savoir que nous avons une approche géographique qui fait que nous avons des financements à chaque banque de développement des 4 zones économiques ou des communautés économiques du continent. La BOAD est sur le panel et est témoin de financement que nous apportons à la BOAD depuis quelques années. Et ces financements vont crescendo, ce qui témoigne effectivement que la BOAD grossit son bilan. Et si elle grossit son bilan, c'est qu'elle finance quelqu'un dans la zone. Nous finançons aussi et nous sommes actionnaires de la Banque de développement de l'Afrique centrale, dont les financements augmentent, ce qui traduit que son bilan augmente et son portefeuille de prêts augmente aussi. Nous finançons la Banque de développement qui est spécialisée dans l'Afrique de l'Est, East African Development Bank, dont les financements augmentent chaque année, et ce qui traduit que le secteur économique de cette zone aussi en bénéficie. Et, bon, nous finançons la Trade Development Bank, qui est la banque de développement de la SADC, qui reçoit ces financements et dont l'encours de crédit sain augmente. Donc, la traduction du secteur privé aujourd'hui dans le PIB de chaque État montre que les recettes fiscales locales sont en train d'augmenter. Nous avons une moyenne de 15%, et beaucoup de gens veulent passer à 20%, effectivement, ce qui prouve qu'il y a un secteur privé local qui est en train de prendre forme. Évidemment, on n'a pas la même cadence et la même histoire que les autres pays, mais je voudrais dire qu'en tout cas, pour ce qui est à BADEA, nous mettons chaque année les ressources. Nous avons même augmenté notre capital à 20 milliards de dollars pour pouvoir adresser ces choses-là. Merci beaucoup Cédric Monchecho de la Banque arabe pour le développement en Afrique. Merci pour ces réponses qui constituent aussi les conclusions, vos conclusions à ce débat. Et je passe la parole à votre vis-à-vis, M. Boukela. Merci beaucoup. Alors, le vrai problème, c'est que nous avons un véritable problème structurel au niveau du financement, au niveau de notre sous-région. Tout à l'heure, dans son exposé, Didier Akwete parlait des PME au niveau de la sous-région. Elles représentent environ 80% sont encore dans le secteur informel. Et aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons pas des produits adaptés pour financer ces PME-là. Donc, il faut faire un travail global sur cette question-là. Sur la question de la mobilisation des ressources, là aussi, je suis content que Céline Afo soit dans la salle. Depuis 2015, avec l'accord de Paris, nous n'avons pas pu atteindre les objectifs de mobilisation des ressources. Et malheureusement, nous n'allons jamais atteindre les montants qui ont été promis
justement parce qu'aujourd'hui, avec la crise financière, avec la crise ukrainienne et autres, ceux qui ont promis ces ressources-là n'ont pas les ressources pour pouvoir les mettre à disposition. Donc aujourd'hui, les discussions que nous avons avec le Fonds vert et d'autres fonds, c'est de dire que ces ressources, les petites ressources disponibles, pourraient servir de levier, pourraient servir d'instrument de garantie, par exemple, pour attirer le secteur privé qui, comme l'a dit l'un des participants, est vecteur de création de valeur dans nos pays. Donc aujourd'hui, nous pouvons compter vraiment sur le secteur privé pour mobiliser ces ressources-là. Et pour le faire, il faut que les États mettent en place un cadre réglementaire institutionnel favorable à attirer ce secteur privé-là. Et c'est en ça que nous travaillons, notamment dans le cadre de la mise en œuvre des CDN au niveau des pays, à mobiliser des ressources en interne. Nous travaillons sur un instrument aujourd'hui que nous appelons le carbon pricing, qui est justement un instrument de mobilisation de ressources en interne qui s'apparente à une taxe carbone, mais en même temps, nous l'appelons incentive parce que aujourd'hui, quand vous allez sur le marché, quand vous voyez les pays qui disent nous avons mis en place des CDN, mais en même temps financent des subventions, donnent des subventions sur les fossil fuels, il y a un problème qui se pose. Donc derrière, nous travaillons aujourd'hui avec la commission de l'UEMOA, par exemple, parce que certains pays de la sous-région nous ont approchés pour mettre en place ces instruments-là. Hier, par exemple, le Bénin a mis en place un décret sur l'enregistrement des projets carbone. Et en même temps, si vous favorisez cette tasse-là au Bénin et que cette tasse-là n'est pas faite au Togo, par exemple, les structures, les compagnies privées, les industries vont justement fuir du Bénin pour venir s'installer au Togo, ainsi de suite. Donc nous essayons d'harmoniser au niveau de la sous-région pour mettre en place ce type d'instrument-là pour que la compétitivité soit respectée, ainsi de suite. Il y a la question de la transition énergétique. Est-ce qu'aujourd'hui nous allons échapper à la question de la transition énergétique? Malheureusement non. Parce que les États ont pris des engagements assez poussés dans les CDN, sur la question de l'énergie, sur la question de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et aujourd'hui, malheureusement, nous allons y passer. Nous parlons par exemple avec le Sénégal, qui a découvert des produits pétroliers, pour voir justement dans quelle mesure est-ce que la transition énergétique au Sénégal peut se faire. Aujourd'hui, le Sénégal a développé un train, le TER par exemple, et le TER fonctionne avec de l'énergie renouvelable, de l'énergie renouvelable. Donc aujourd'hui, l'idée c'est de dire que pour permettre au transport qui utilise l'énergie de fonctionner, il faut produire de l'énergie. Et pour produire l'énergie, le Sénégal justement a découvert du pétrole, peut produire de l'énergie avec ses produits locaux, avec les ressources qu'il a de disponibles, et derrière développer le transport, un transport propre. Donc ça se compose. Donc c'est une stratégie globale qui dit que nous finançons le TER ou tout type de transport propre, mais derrière nous produisons de l'énergie parce que ce sont les ressources que nous avons pour développer notre tissu économique. Donc c'est vraiment vers ce type de stratégie qu'il faut aller, le prendre de façon globale et accompagner les pays. Et la BOAD, notamment à travers son plan de Joliba, travaille sur ces questions-là pour faire, et vous savez très bien que la BOAD travaille avec la commission de l'UEMOA et autres, sur l'intégration économique et régionale. Donc c'est créer par exemple des transports propres dans la sous-région, mais en même temps avec ce que nous avons comme ressources naturelles, produits de l'énergie propre, ainsi de suite, pour pouvoir aller sur ces questions-là. Merci. Merci Moubarak Moukaïla pour ces conclusions très importantes. Je retiens le mot harmonisation entre les pays pour éviter pas une vaine concurrence mais une érosion même de valeurs. Je donne la parole rapidement à Jean-Aude Dia. Alors, je voulais juste répondre à une question, je rebondirai sur une des questions qui était de savoir quel pays avait pu mobiliser des fonds et réussir ce qu'on appelle la finance verte. Alors, juste pour corriger M. Watt sur un des points, on a émis la première obligation verte en Afrique de l'Ouest et centrale francophone. Les pays comme l'Afrique du Sud ou le Kenya sont des pays un peu plus avancés sur ces questions-là. Alors, l'Afrique du Sud a émis la première obligation verte en Afrique, donc à travers sa banque Nedbank.
Et c'était une obligation qui a permis justement de financer des produits énergétiques, donc de transition énergétique. Et cette obligation était un franc succès, donc avec 328% de sursouscription. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est que la demande était là pour l'Afrique, donc en termes de produits verts. Et il suffit juste de pouvoir structurer ces produits verts pour pouvoir avoir accès à ces financements. Donc plusieurs obligations vertes ont été émises en Afrique de l'Ouest et en Afrique subsaharienne, et notamment avec les États, donc ce qui n'est pas assez public. Les États comme la Côte d'Ivoire émettent des obligations vertes régulièrement, donc ce qui constitue justement ce capital d'obligations vertes en Afrique. Mais ce montant d'obligations vertes reste assez réduit, donc on parle de 1000 milliards de dollars d'émissions obligataires vertes par an, et l'Afrique constitue seulement 1% de ce pourcentage-là. Cela est constitué majoritairement par les obligations émises par les institutions et les États souverains, et une petite partie pour le secteur privé. Ce qui m'amène à justement adresser ce problème de quels sont les défis, quelles sont les barrières en fait de ces obligations vertes pour le secteur privé. Donc déjà il y a la conscience collective sur ces sujets énergétiques. Aujourd'hui, lors des différents panels, plusieurs points ont été soulevés, points pertinents, notamment le paradoxe de l'Afrique qui pollue le moins, mais qui est fortement touché par les effets du réchauffement climatique, notamment avec les élévations de température, le stress hydrique, les érosions du sol, qui touchent principalement la productivité agricole. Donc cette productivité agricole qui est le moteur de plusieurs économies en Afrique. Donc on cite notamment 5 et 15% l'impact des pertes en termes de PIB des États africains, donc cité ce matin par M. Yaya. Alors, juste le point de départ du développement des obligations vertes en Afrique, c'est la prise de conscience collective des acteurs du marché sur ce point. Ensuite, il y a en fait le cadre réglementaire sur le sujet. Donc, l'UEMOA, à travers le CREPMF, a mis en place un cadre réglementaire des obligations vertes, ce qui devrait être beaucoup plus public et beaucoup plus abordable pour les acteurs du marché, notamment les émetteurs tels que les banques. Donc les banques pourraient maintenant se constituer pour pouvoir émettre des obligations, pour pouvoir financer des initiatives vertes. Ce sont des pistes de développement de ces obligations. Et enfin, justement, il y a la question du projet bancable vert. Donc ça, c'est la plus grosse problématique, à mon sens, sur ce sujet, puisque aujourd'hui, on a des opportunités, donc plusieurs technologies en termes de transition énergétique. On a parlé avec les marchés carbone, et surtout dans chacun des secteurs polluants en termes d'émissions de gaz à effet de serre, notamment les transports, l'industrie de l'énergie, la construction des bâtiments, l'agriculture, et surtout la gestion centralisée des déchets. Dans chacun de ces secteurs-là, on a des opportunités d'investissement dans des produits verts. Donc, notamment, donc justement, la question pour développer ces obligations vertes, c'est d'investir dans ces opportunités, donc d'investissement vert, pour pouvoir justement avoir des projets bancables qui pourront par la suite être financés par les obligations vertes. Merci Jean Oudja. Donc, Associate HC Capital Properties, il y a du potentiel à développer, des projets qui manquent à l'appel, donc c'est un appel au secteur privé. Géraldine Mahoro, vous avez suivi les différents copanélistes, donc votre mot de la fin par rapport à cette thématique. Alors, donc moi je soulèverai 3 points qui répondront peut-être transversalement aux différentes questions pour que le secteur privé puisse capter les fonds, pour que les pays, donc le public et le privé, puissent financer l'énergie verte ou la transition énergétique et autres et climatique. Il y a pour moi 3 clés, on va dire
3 pistes qui sont l'alignement, la structuration et l'alignement des projets aux différents fonds, parce qu'on voit pas mal de projets de secteur privé, mais qui ont de l'impact sur ces questions-là, mais qui ne sont pas forcément alignés sur ce que les fonds recherchent. C'est-à-dire que chaque fonds a des spécificités, répond à une certaine stratégie spécifique, et le privé a parfois du mal à aligner pour pouvoir aller capter cet argent-là. Donc, c'est important d'aligner et d'informer pour capter ce financement-là, en renseignant notamment l'impact des projets et de l'entreprise sur les questions climatiques. La mesure d'impact est un énorme facteur important que le secteur privé africain ne remplit pas encore. Donc il y a énormément de projets qui pourraient être financés, mais sur lesquels on n'a pas de mesure d'impact, et donc on ne sait pas si ça rentre dans tel fonds ou dans tel autre financement au niveau des bailleurs des fonds. La deuxième, c'est mettre l'accent, c'est vrai qu'il faut rechercher des financements, mais on a déjà beaucoup. Alors, ma question, c'est qu'est-ce que nous faisons avec ce qu'on a? Alors, si je repars sur la gouvernance, la vente la perte au niveau des ressources naturelles, rien que sur les ressources naturelles, on est à peu près 120 milliards de dollars de pertes par an en Afrique. C'est à peu près 5% du PIB du continent qui sont perdus, qui pourraient être réinjectés dans les projets que nous voulons. Donc, la question de la gestion et de la gouvernance est très importante et des résultats, en fait, c'est très important pour déjà essayer d'être intelligent et financer des projets d'avenir. Voilà, donc essayons de... C'est ça. Et ensuite, maintenant... la mesure d'impact, j'insiste là-dessus, parce que ça permet de renseigner et d'aller, de pallier aussi à la perception du risque, qui font que souvent on ne va pas financer les projets sur le continent, et ça, ce n'est pas que dans la transition énergétique. Donc là, à l'AIF, récemment, on regardait notamment sur les projets d'infrastructure, à cause du manque d'information et parfois de la mauvaise perception, de la perception du risque économique qui est assez élevé sur le continent africain. Certains vont avoir par exemple du mal à venir financer des projets d'infrastructure sur le continent. Or, le continent africain, c'est le moins risqué en matière d'investissement en infrastructure au monde. C'est-à-dire que l'Afrique est moins risquée lorsqu'on investit dans l'infrastructure que l'Europe ou l'Asie. Mais là encore, c'est à nous d'aller faire de la mesure d'impact et de énormément communiquer sur les résultats. Maintenant, sur la question d'exemple de pays, bon, moi je suis rwandaise, je vais forcément parler du Rwanda. La redevabilité et la créativité, notamment dans les réglementations et les normes et la réglementation et les obligations au niveau national, c'est très important parce que tous ces fonds recherchent ça. Ils recherchent ça. Donc le Rwanda, je pense que c'est un exemple. Il y a pas mal d'incentives d'ailleurs, dans la stratégie du pays 2050, ils veulent que les entreprises aillent s'installer avec pas mal d'incentives lorsque, encore une fois, il y a la mesure d'impact et qu'on peut démontrer ce que l'on fait sur ces questions-là. Donc ça, c'est un pays exemple, je pense, sur ces questions. Maintenant, sur le fameux serpent qui se mord la queue, ça, c'est un avis personnel. Ce n'est pas du tout... sur cette question, c'est un avis personnel. Il ne s'agit pas de la Banque africaine de développement, énergie verte, énergie fossile. Moi, je suis pour la recherche et développement dans l'énergie fossile. Il faut que nous, Africains, acceptons de nous positionner sur ces questions-là parce que, comment dire... l'Occident, ça fait une vingtaine d'années qu'ils sont censés fermer les centrales nucléaires. Nous ne parlons que de ça. On sait tous pourquoi ça ne ferme pas. Maintenant, derrière, on va nous exiger, nous, d'aller dans des énergies vertes, dans des technologies que nous n'avons pas, avec des financements que nous n'avons pas, alors que nous avons l'énergie fossile, au lieu d'aller, par exemple, investir dans le recyclage, par exemple, des émissions de pollution dans les énergies fossiles, puisque nous les avons. Éviter le recyclage pour éviter le fameux nuage noir dans les énergies fossiles. Il faut qu'on accepte et qu'on assume de prendre des positions pour dire que, OK, nous répondons tous aux mêmes stratégies,
de toutes, voilà, des stratégies. Tous les ans, il y a une conférence où on va prendre des décisions et puis tout le monde va aller faire la mise en œuvre de la même manière. Il faut que nous disions, OK, nous sommes en train de répondre aux mêmes objectifs qui sont des objectifs de développement durable et de climat, mais nous devons y répondre à notre manière. Nous ne sommes pas au même niveau. Donc moi, quand je vois des stratégies groupes, voilà. Quand on voit des multinationales qui ont une stratégie groupe d'impact social et environnemental qui vont faire le carbon net zero, on n'est pas sur le calcul de combien je consomme avec mon ordinateur en termes d'émissions d'effet de serre ou de carbone, alors que nous sommes encore... L'Occident, eux, ils peuvent se concentrer là-dessus, parce que les systèmes et les écosystèmes répondent déjà à d'autres besoins de base. Nous, on a besoin de l'évacuation des eaux, du ramassage des poubelles, de la protection des employés, etc., etc. Donc, on peut répondre à ces stratégies-là, à ces besoins-là, mais de la même manière. Donc, on a besoin de s'affirmer là-dessus. Donc, pour moi, c'est pas un serpent qui se mord la queue. On doit prendre des positions. D'accord. Prenons des positions. Très belle conclusion pour ce panel. Je pense que beaucoup voudront vous répondre parce que certainement c'est un avis qui n'est pas partagé par tout le monde, ça c'est clair. Donc je vous prie de bien applaudir les panélistes qui ont bien rempli le rôle.